Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, les forces allemandes franchissent la frontière de l'Union soviétique sans déclaration de guerre. Le front s'étend sur environ 3000 km. Le plan est clair. Une campagne courte fondée sur la vitesse, des percées en profondeur et l'encerclement de grands groupements. 3 axes. Le groupe d'armées nord vers Leningrad, centre vers Moscou, sud vers Kiev et le sud industriel, où les limites apparaissent aussitôt. L'écartement soviétique, c'est-à-dire la distance entre les rails, est plus large que l'européen. Pour le ravitaillement, il faut refaire les voies ou changer les bogies, essieux à roues, des wagons, ce qui ralentit l'acheminement du carburant, des munitions et des vivres. Hors des grandes villes, la plupart des routes sont en terre. La pluie les transforme en boue où camions et chars s'enlisent. Les colonnes motorisées ont besoin de carburant, pneus, filtres et pièces de rechange. Les stocks pour une avance en profondeur sont limités. Les premiers jours correspondent aux plans et aux attentes allemandes. Sur de nombreux terrains frontaliers, l'aviation soviétique est détruite au sol. Les unités de pointe blindées et motorisées percent les lignes et parcourent des dizaines de kilomètres en une journée. Le moral est élevé. Les campagnes rapides à l'ouest sont encore présentes à l'esprit. Mais dès la 2e semaine, l'essentiel se révèle. Les distances. L'état des routes et l'inadéquation des infrastructures cassent le rythme. Les colonnes de ravitaillement arrivent en retard, les véhicules allemands s'usent vite. Plus l'armée s'enfonce en territoire soviétique, plus la résistance devient irrégulière. De grandes formations se replient ou sont encerclées, mais des groupes dispersés de soldats soviétiques restent dans les forêts et marécages. Ces partisans frappent la nuit des cibles peu protégées. Transmission, convois logistiques, unités médicales, puis décrochent. Dans de nombreuses localités, les stocks ont été évacués ou détruits, les ponts sautés. Les distances entre nœuds ferroviaires et unités de tête augmentent. Chaque citerne et chaque convoi routier devient une cible facile. À la fin de la première semaine, les bulletins d'état-major changent. Il y a de l'avance, mais plus de stabilité ni de prévisibilité. La question n'est plus de savoir si les chars atteindront les grandes villes, mais si le ravitaillement et le commandement allemand tiendront au fur et à mesure de la progression. Chers spectateurs, une petite demande. Indiquez en commentaire votre âge et votre activité, où vous étudiez, travaillez ou servez. Cela nous aide à mieux choisir les sujets et à expliquer simplement les choses complexes. Soutenez cet épisode avec un j'aime et un abonnement pour ne pas manquer nos documentaires d'histoire. On continue à Moscou. On crée le quartier général du Haut Commandement suprême, Stavka. Il prend la main sur les fronts et l'arrière. La Stavka reçoit une mission nette, arrêter l'avance allemande, gagner du temps et amener des réserves. L'industrie est évacuée vers l'arrière. On démonte les machines-outils, on les charge sur des trains et on les envoie vers l'Ural et la Sibérie. Là, les ateliers redémarrent. Obus, chars et avions repartent au front. On forme de nouvelles divisions et on renforce les unités sur la ligne de contact. La défense se construit en ceinture. Des lignes fortifiées autour des grandes villes, sur les hauteurs, le long des rivières, dans les forêts et marais. Les passages étroits sont barrés par des fossés anti-chars et des mines. Les routes par des barrages. L'artillerie couvre les ponts. Les dépôts et les points de passage abandonnés sont détruits. C'est la tactique de la terre brûlée. Aux troupes allemandes en progression ne reviennent ni carburant, ni vivres, ni logement. À l'arrière allemand, des partisans opèrent, habitants locaux et soldats sortis de l'encerclement. Ils font sauter les rails, détruisent des ponts, attaquent des colonnes de ravitaillement et endommagent les lignes téléphoniques. Une série de ces petits coups locaux fait dérailler les plannings de livraison. Cela oblige les Allemands à retirer des troupes du front pour garder les communications. Un autre problème concerne les chemins de fer soviétiques. L'écartement, la distance entre les rails, y est plus large que dans une grande partie de l'Europe. Les unités ferroviaires allemandes
doivent changer les essieux des wagons. Cela consomme énormément de temps et de main-d'œuvre. Hors des villes, il y a peu d'asphalte et de routes dures. La pluie transforme les pistes en bourbiers impraticables. Chars, camions et tracteurs allemands patinent des heures. Les transmissions défaillent aussi. Les radios sont peu fiables sur de longues distances. Rapports et ordres arrivent en retard. La coordination entre corps d'armée se complique. Le rythme de l'offensive baisse non seulement à cause des combats constants avec l'armée rouge. Les services arrière prennent du retard. Carburant et pièces détachées arrivent tard. Malgré cela, les forces allemandes avancent plus loin dans le pays et capturent des dizaines de milliers de personnes. La direction du Troisième Reich exulte et attend une victoire rapide et la prise de Moscou. L'histoire montrera que c'était une erreur fatale. Fin juin et début juillet, les forces allemandes ferment l'anneau autour de Minsk. Plusieurs armées soviétiques sont prises. Un chaudron signifie un encerclement dont on ne sort qu'au prix d'une percée précise. D'après les rapports allemands, plus de 300 000 prisonniers et des milliers de canons et de chars saisis. Des colonnes de prisonniers partent vers l'ouest sous escorte allemande. C'est là que les faiblesses apparaissent. Pour escorter les prisonniers, les Allemands retirent des bataillons de la ligne de front. Des camps improvisés, sans nourriture correcte ni abri, deviennent rapidement un problème pour les gardes comme pour l'intendance. Carburant et munitions viennent de plus en plus loin. Les camions s'entassent. La radio longue portée fonctionne mal. Les ordres et comptes rendus arrivent en retard. En juillet et août, les Allemands bouclent les secteurs de Smolensk. Les forces soviétiques agissent autrement. La nuit, de petits groupes sortent du chaudron, gagnent l'Est et reconstituent de nouvelles unités. Sur l'axe de Moscou, des divisions fraîches venues de l'intérieur du pays apparaissent. Les généraux allemands constatent, l'adversaire ne cède pas. Il apprend et amène des réserves. Et septembre survient le plus grand encerclement, près de Kiev. Selon les chiffres allemands, environ 600 000 prisonniers et d'immenses prises. Mais l'opération dure environ 6 semaines. Ce temps est perdu. La marche sur Moscou commencera plus tard que prévu. Entre-temps, le matériel s'use. Dans les divisions blindées, environ la moitié des véhicules restent opérationnels. Les compagnies de réparation travaillent sans répit, mais les caisses manquent. Le carburant est distribué par priorité. L'infanterie doit souvent parcourir des centaines de kilomètres à pied. Cela entraîne maladies et chute du moral. Dans l'arrière allemand, les partisans, détachements soviétiques agissant clandestinement, intensifient leurs actions. Ils font sauter des rails, incendient des ponts, coupent les lignes téléphoniques. Les convois logistiques restent bloqués des jours. Chaque nouveau succès tactique se transforme en pause non prévue. Puis viennent les pluies d'automne et le gel. L'état-major allemand comptait sur une campagne courte et victorieuse. Il n'était pas préparé à une guerre longue. En octobre et durant la première moitié de novembre, commence la Rasputitsa, la saison de boue. Les chemins de terre se transforment en bourbiers, les colonnes s'enlisent, les chars patinent. Les roues des camions sont couvertes de boue et d'argile. Dégager une seule colonne immobilisée peut prendre une journée entière. Dans ces conditions, c'est critique. Une journée sans ravitaillement pour un bataillon en première ligne. Les chevaux s'effondrent d'épuisement. Les sections d'entretien travaillent sans arrêt, mais le matériel tombe en panne plus vite. Dans certaines divisions blindées, environ la moitié des véhicules seulement restent opérationnels. Les autres attendent des pièces détachées ou du carburant. Dans la seconde moitié de novembre, le gel durable s'installe. La nuit, la température descend sous moins 20 degrés Celsius, parfois plus bas. Beaucoup de soldats portent encore des tenues d'été, des bottes fines et des gants légers. Les cuisines de campagne n'y arrivent plus. L'eau gèle avant d'atteindre l'ébullition. Les repas chauds parviennent rarement aux troupes. Les feux allemands sont visibles depuis les postes d'observation soviétiques et les mortiers soviétiques les frappent avec précision. Mains et pieds subissent des engelures. De petites blessures s'infectent.
Les postes médicaux débordent. Les évacuations s'éternisent. Peu de véhicules et des routes verglacées. L'offensive cède la place à la défense. La mission de chaque bataillon est de tenir parmi les ruines des villes et villages, trouver du bois de chauffage et économiser munitions et vivres pour 1 à 2 jours. Les 5 et 6 décembre, l'armée rouge lance une contre-offensive près de Moscou. Les unités allemandes l'accueillent déjà épuisées par le climat et les distances. Elles ne peuvent pas reculer loin. L'ordre allemand est tenir la ligne. La situation est très tendue. Abandonner un village, c'est perdre un carrefour et une voie de ravitaillement courte. Contre-attaquer, c'est manquer de carburant et de munitions. Il ne reste qu'une option, s'enterrer et encaisser le choc jusqu'à l'arrivée des renforts. Le plus dur de l'hiver est encore à venir et les forces soviétiques remportent de plus en plus d'engagements locaux. Après les combats de décembre devant Moscou, des compagnies allemandes occupent des villages et les lisières de la forêt. Le jour, on fortifie et on répartit les tâches. La nuit, c'est la routine de l'arrière. Patrouille, poste d'écoute, vérification du téléphone de campagne, changement des mots de passe. La forêt s'anime, des groupes de partisans soviétiques posent des mines à fil-piège, coupent les lignes, frappent des véhicules isolés et des convois. Le commandement allemand comprend que sa zone arrière est devenue un front. Le choix central porte sur la réponse aux partisans. Les ordres allemands exigent des mesures dures après une embuscade. Autre option, plus ciblée, chercher les auteurs concrets et éviter les punitions collectives pour que la région entière ne devienne pas hostile. Les compagnies tranchent différemment. Certaines instaurent laissez-passer et couvre-feu, contrôle granges et cours selon des listes des autorités locales. D'autres brûlent seulement la grange où une radio est trouvée et ne touchent pas les maisons voisines. Le résultat ne change pas. La confiance disparaît. L'information des habitants circule mal et les embuscades se répètent. Le ravitaillement devient problématique. Les dépôts les plus proches sont éloignés et les colonnes subissent des tirs d'artillerie. Les réquisitions sont un outil autorisé en temps de guerre, mais dans les villages, il y a peu à prendre. Des enfants, des personnes âgées et des poêles froids. Les Allemands prennent farine et pommes de terre. Certains emportent le bois de chauffage. La discipline tient à des détails. Les sentinelles consignent toute sortie du périmètre. L'alcool est interdit. Tout tir en l'air de nuit déclenche l'alerte et trahit la position. La poste de campagne arrive de façon irrégulière, mais les commandants insistent auprès de l'état-major. Même une liasse de lettres par semaine remonte nettement le moral. Les transmissions restent le point le plus faible. La nuit, les partisans coupent les fils du téléphone de campagne. Le jour, les transmetteurs les remettent sur les poteaux. L'état-major met en place de la redondance. Les ordres passent non seulement par téléphone, mais aussi par estafette. Chaque message part avec 2 coureurs par des itinéraires différents vers la même compagnie. Si l'un est arrêté, l'autre peut arriver. En plus, les commandants exposent à l'avance un plan en cas de coupure, horaire précis, point de ralliement de rechange, signaux convenus et mots de passe. C'est plus long qu'un appel, mais l'unité reste manœuvrable même après une nouvelle coupure. Au printemps, le renseignement signale des transferts de troupes de l'armée rouge. Le quartier général allemand exige la rotation des bataillons, de boucher les brèches et de rapprocher l'artillerie. La pause prend fin. Ensuite, rotation des forces et tentative de tenir de nouvelles lignes défensives. À l'été 1942, l'Allemagne déplace son effort principal vers le sud. L'objectif est de couper la Volga et d'atteindre le pétrole du Caucase. L'opération Bleue scinde le groupe d'armée sud en 2. Le groupe A file vers les cols, le groupe B s'étire vers Stalingrad. La 6e armée de Friedrich Paulus reçoit l'ordre de prendre la ville. Les ressources se dispersent, le front s'allonge sur des centaines de kilomètres, les réserves sont faibles et les bases de maintenance restent loin à l'arrière. La logistique redevient la contrainte majeure des forces allemandes. Les trains avancent lentement, les transbordements dus au changement d'écartement des rails prennent du temps et des hommes.
Le carburant se consomme bien plus vite qu'il n'arrive. Stalingrad n'est pas un point sur la carte, mais un nœud. Dans la ville, on se bat pour chaque cage d'escalier. À l'extérieur, les flancs faibles sont tenus par les alliés de l'Allemagne. C'est là que le plan commence à se briser. Au début de l'automne 1942, le commandement soviétique concentre secrètement des forces au nord et au sud de Stalingrad. Sur ces axes, la défense n'est pas allemande, mais roumaine. 3e armée au nord, 4e au sud. Elle dispose de moins de moyens anti-chars et de communications plus fragiles. La 6e armée allemande de Paulus et des éléments de la 4e armée blindée sont fixés sur la Volga dans des combats urbains et ne peuvent pas couvrir les flancs. Le renseignement de la Wehrmacht relève les transferts soviétiques mais en tire la mauvaise conclusion. Un nouvel assaut dans la ville. L'idée principale soviétique, frapper les flancs, reste hors du champ allemand. Camouflage, marche de nuit, silence radio, cela fonctionne. Les états-majors allemands discutent des renforts, mais les réserves réelles fondent ailleurs. La logistique cale. Les cargaisons atteignent encore la lisière urbaine. Mais carburant et munitions sont distribués au compte-gouttes, quelques caisses par compagnie et par jour. Les effets divers légers ne sont pas arrivés en totalité. Les lignes sont surétirées, les vides sont tenus par des postes d'infanterie. Les obstacles anti-chars sur les flancs sont rares et incomplets. Hitler exige de tenir Stalingrad et les rives de la Volga. L'état-major promet des renforts et un appui aérien. La Luftwaffe prend de plus en plus de missions de ravitaillement, mais c'est un pis-aller, pas une solution. Les aérodromes sont saturés, la météo se dégrade, les atterrissages de nuit sont dangereux. Paulus demande de raccourcir le front pour redresser les flancs. Il n'obtient pas l'autorisation. En novembre, la carte le montre déjà au niveau d'un régiment. En ville, des combats de rue épuisants. Au nord et au sud, de longues lignes d'alliés avec des points d'appui espacés. À l'arrière, des dépôts avec moins de carburant et de munitions que nécessaire pour manœuvrer. Ce n'est pas un hasard, mais les conditions d'un double encerclement. Le 19 novembre, les forces soviétiques lancent l'opération Uranus. Les coups frappent précisément là où les Allemands ont placé leurs alliés, l'armée roumaine. Le dénouement décisif survient fin novembre 1942. Les forces soviétiques frappent au nord et au sud de Stalingrad et se rejoignent près de Kalatch-sur-le-Don. L'encerclement se referme. Les soldats parlent d'une poche, une grande formation coupée de tous côtés. Hitler interdit toute sortie et promet un ravitaillement par les airs. L'état-major de la 6e armée calcule le besoin quotidien. Au moins 700 tonnes de vivres, de carburant et de munitions. La réalité diffère. La Luftwaffe livre en moyenne environ 100 tonnes par jour. Au meilleur jour, jusqu'à 300, toujours moins de la moitié du nécessaire. Les aérodromes sont sous le feu constant. Les pistes sont enneigées, le gel dure des semaines, les atterrissages se font sur neige tassée et glace. Des appareils sont abattus à l'approche. Du carburant se perd au déchargement. Certains vols rentrent à vide. La radio avec Berlin fonctionne, mais les décisions se contredisent. Un message bref indique « Situation critique, vivres et munitions presque épuisés », rapporte le général Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée. Il demande à plusieurs reprises l'autorisation de percer. Elle n'arrive jamais. À la fin janvier 1943, les troupes soviétiques s'emparent de l'aérodrome de Gumrak. Le pont aérien prend fin. Les unités dans la ville se morcellent en îlots de défense. L'évacuation du commandement est impossible. L'état-major s'installe au sous-sol d'un grand magasin où une radio fonctionne encore. Le 31 janvier, Paulus assume la responsabilité de la cessation de la résistance du groupe Sud. Le 2 février, les derniers détachements au nord déposent les armes. Sur environ 290 000 encerclés, quelques 91 000 sont faits prisonniers. Tous ne survivront pas jusqu'à la fin de la guerre. Le constat est clair, même pour un simple soldat. Après Stalingrad, l'armée allemande à l'Est ne retrouve plus l'initiative stratégique. Viennent ensuite les retraites, les ruptures de front et la défense des propres frontières. Après la capitulation de la 6e armée, l'initiative passe à l'armée rouge.
les unités allemandes reculent vers l'ouest. Des centaines de milliers de prisonniers de guerre sont envoyés dans des camps au-delà de l'Oural. Une part importante ne reviendra pas. Les derniers groupes rentrent seulement au milieu des années 50, après les négociations du chancelier Konrad Adenauer avec l'URSS en 1955. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Consultez la description et les fiches, liens vers d'autres vidéos et playlists. Choisissez l'épisode suivant et continuez d'explorer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bonne journée.